Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler thématique grosse saga, d'accord? Ces grosses sagas, donc là j'ai sélectionné 3 énormes sagas que j'ai adorées tout autant les unes que les autres, même s'il y en a même s'il y en a que j'ai pas encore fini. Mais je les adore, vraiment. Je suis très bien avancée dans ces sagas et surtout, très important, leur ordre de lecture. Parce que certains auteurs, quand ils créent un univers, ils vont commencer à créer un livre qui va se suivre, avec une histoire qui va se suivre, et après ils vont imbriquer dans cette saga des préquels ou d'autres choses en fait à lire, et il faut les lire vraiment au bon moment, je trouve, dans la saga, pour apprécier pleinement l'œuvre et surtout pour bien tout comprendre. Donc comme vous l'avez vu, on va parler de la saga et de l'univers général du Trône de Fer, donc on va bien entendu parler des préquels et de sang et feu. Feu et sang, ouais, feu et sang, pardon, excusez-moi. On va parler de la saga du sang et la cendre, donc de Jennifer L. Almentrout et les préquels qui y vont et surtout comment les lire et dans quel sens. Et on va parler également de la saga Keleana, pareil, préquel, lecture tandem à faire sur celle-ci, on va en parler beaucoup plus en détail. En tout cas, si vous voulez toujours plus d'infos sur les livres, sur la lecture et plus particulièrement sur la fantasy, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo pour me dire de quelle saga vous voulez que je parle ou de quel livre vous voulez que je vous donne un avis beaucoup plus détaillé. On va commencer cette vidéo par une saga qui pour moi sera indétrônable dans le milieu de la fantasy. Je parle de Game of Thrones. Je l'ai en 2 éditions, donc j'ai l'édition semi-poche de J'ai lu et j'ai l'édition des 20 ans du coup de Pygmalion, mais celui-ci j'ai que le 1 et le 3, j'ai pas encore acquis le 2 et le 4 n'est pas encore sorti puisque c'est l'édition des 20 ans, donc le 4 sortira quand l'intégrale 4 aura 20 ans. En tout cas, sachez juste que si vous ne connaissez pas cette édition, je vous la conseille vivement. Elle est vraiment magnifique. Elle est toute illustrée à l'intérieur. Le texte a été retravaillé. Vraiment trop beau. Et si vous voulez découvrir l'histoire, allez-y, foncez directement par cette édition-là qui est certes un peu chère. Elle est à 36 €, mais elle est incroyable. On va revenir un petit peu à la genèse de Game of Thrones. Déjà, qu'est-ce que c'est? Game of Thrones, c'est une histoire d'un royaume qui est divisé en 7 différentes couronnes. Donc vous avez un grand roi qui va dominer les 7 couronnes et 7 couronnes du coup qui vont être... Enfin c'est pas vraiment des couronnes parce que c'est pas vraiment des rois, mais du coup c'est 7 régions qui vont être contrôlées par les grandes maisons de ces régions-là. On l'appelle les 7 couronnes parce qu'autrefois, avant la venue de Aegon Targaryen, en fait chaque région avait son propre roi. Le roi Aegon est venu, il a conquis toute la terre des 7 couronnes et il est devenu le grand roi des 7 couronnes du coup. Bien évidemment, dans ce royaume, il y a toujours des petits conflits politiques, hein, sinon c'est pas marrant et c'est ce qui, je trouve, est grandement bien mené dans ce livre. C'est-à-dire que chaque région va se tirer un petit peu dans les pattes étant donné qu'il y a des familles qui veulent prendre un peu plus de pouvoir que d'autres, d'autres qui sont bien dans leurs endroits et qui veulent pas trop se mêler aux autres. Mais il y a des familles qui veulent monter au pouvoir et qui veulent voir leur descendance accéder au trône des 7 couronnes et donc forcément il va y avoir également beaucoup d'enjeux politiques. Si ça s'arrêtait à ça, ça aurait été parfait, sauf que non, pas du tout. Là, il y a en plus de ça, au-delà du royaume des 7 couronnes, la terre des sauvageons. Le problème c'est que la terre des sauvageons est divisée donc par un mur et que ce mur, les sauvageons veulent toujours le passer pour arriver au royaume des 7 couronnes, car selon eux, une énorme menace est censée ressurgir de terre, qui est une menace qui était donc endormie depuis des années. Cette menace n'est autre que les marcheurs blancs, donc les autres, comme on les appelle dans le nord, et en fait ce sont littéralement des cadavres qui reviennent à la vie et qui veulent juste semer la destruction. Vous allez donc avoir une partie du royaume qui va être alertée de cette potentielle menace, et donc vous allez avoir toute la partie du nord qui va essayer de protéger le mur pour pouvoir faire face à cette invasion. Mais vous avez le sud qui est vraiment dans un engrenage politique et qui essaye de faire face au potentiel retour de la famille Targaryen, donc la descendante de Aegon, celui qui a initié de base une couronne pour les 7 royaumes et qui a été chassé lorsque le roi actuel est monté sur le trône. J'espère avoir bien résumé l'intrigue du premier, même si clairement ce qui se passe dans le tome 1 c'est que du surfaçage comparé à tout ce que vous allez vivre dans les 5 autres tomes et au-delà. Pourquoi je vous dis au-delà? Parce que vous avez l'auteur, donc J.R.R. Martin, qui a fait plusieurs préquels. Donc en premier, c'est vraiment, on va dire, un livre d'histoire que j'ai préféré écouter plutôt que lire, qui va
raconter en fait toute l'histoire de la terre de Westeros, donc là où il y a les 7 couronnes. Et vous avez également des livres de chroniques, donc du coup des petites nouvelles sur une personne en particulier qu'on ne voit pas, ou je crois il est mentionné qu'une ou deux fois dans le livre, mais du coup vous allez suivre un petit peu ses aventures. En termes d'ordre de lecture, je vous déconseille vivement de commencer par Feu et Sang ou de commencer par le préquel. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont abordées et qu'on apprend dans les livres de base. Et je vous conseille vivement de lire d'abord toute la saga qui a été écrite. Donc selon moi, il faut commencer par donc, Le Trône de Fer, l'intégrale 1, qui va comprendre 2 livres dedans. Donc vous avez la possibilité de les prendre en poche ou de les prendre en intégraux, comme ça. Le premier livre, il contient du coup Le Trône de Fer et le Donjon Rouge, donc c'est 2 tomes en un seul qui forment une intégrale. Et cette intégrale va correspondre parfaitement à la saison 1 de la saga en fait, qui a été fait par D&D, donc Le Trône de Fer que vous pouvez trouver en streaming sur HBO ou sur Max, je ne sais plus, il me semble que c'est sur Max maintenant. Donc on commence par Le Trône de Fer avec les 2 premiers tomes qui est à l'intérieur. Ensuite on continue sur l'intégrale 2, donc l'intégrale 2 qui s'appelle La Guerre des Rois, je crois, Clash of Kings, la bataille des rois, exactement. Donc dans cette intégrale, il y a 3 tomes. Donc le premier c'est la bataille des rois, le deuxième c'est l'ombre maléfique et le troisième c'est l'invincible forteresse. Donc dans ce livre-là, il y a 3 tomes. En ayant lu 2 intégraux, vous aurez lu déjà 5 tomes en version poche. Ensuite, on continue avec l'intégrale 3, donc qui s'appelle A Storm of Sword, donc un orage d'épée en français, mais il me semble que du coup, il n'a pas pris ce nom-là. C'est... Alors là, dedans, il y a 4 livres poches. Il y a Intrigue à Port-Réal, L'épée de feu, Les noces pourpres et La loi du régicide. Donc avec l'intégrale 3, vous avez 4 poches à l'intérieur qui poursuivront du coup l'épopée de tous les personnages que vous suivrez. Et c'est là où ça va commencer à se compliquer. Pourquoi? Parce que vous avez 2 possibilités de lecture pour la suite. Soit vous suivez l'ordre chronologique d'édition, donc c'est-à-dire le tome 4 puis le tome 5, soit vous décidez de vous lancer dans la lecture tandem. Pourquoi? Parce qu'en fait le tome 4 et le tome 5, ils vont aborder différents personnages, mais ils vont se dérouler sur la même temporalité. C'est-à-dire que le début du tome 4 sera exactement sur la même temporalité que le début du tome 5. Le tome 4, il s'appelle Un festin pour les corbeaux et il va contenir 3 livres poches, donc Le Chaos, Les Sables de Dorne et Un festin pour les corbeaux. Et le tome 5, Une danse avec les dragons, et il va contenir également 3 poches, donc Le Bûcher du Roi, Les Dragons de Myrrine et Une danse avec les dragons. Donc soit vous lisez d'abord tout le tome 4, puis tout le tome 5, soit vous le lisez en lecture tandem. La lecture tandem, c'est quoi? C'est en fait, vous lisez quelques chapitres du tome 4, puis vous basculez sur le 5, vous lisez quelques chapitres, puis vous basculez sur le 4, vous lisez quelques chapitres, etc., etc. Mais attention, il faut bien suivre la chronologie. Je vous mets ici un petit exemple de comment on peut lire le livre et vous aurez le lien du site en barre d'infos directement pour bien suivre la lecture tandem. C'est hyper important de bien suivre parce que vu que ça se passe sur la même temporalité, on va dire que il faut savoir pour l'histoire, en fait, que de base, les chapitres du tome 5 ont été écrits en même temps que le tome 4. Et en fait, l'auteur J.R.R. Martin a vu que les livres allaient être beaucoup trop gros et il a décidé en fait de prendre certains protagonistes et de le mettre que dans le tome 5 et garder les protagonistes du tome 4. Globalement, dans le tome 4, ça va vraiment se dérouler sur tout ce qui est intrigue à Port-Réal et dans Westeros. Et dans le tome 5, ça va être vraiment tout ce qui est intrigue au-delà du mur et à la cité de Myrrine avec Daenerys. Il y a aussi bien évidemment un petit peu de ce qui se passe dans Westeros. Mais là, on va être vraiment beaucoup plus axé politique. Et là, on va être vraiment beaucoup plus axé action, on va dire. Et quelques placements et déplacements de personnages que vous avez totalement perdu de vue dans celui-ci. Moi, je ne connaissais pas ce principe de lecture tandem quand j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de ma relecture, je les lirai ensemble. Parce que au moins, en fait, les actions qui vont se dérouler au fur et à mesure, je sais que vous allez retrouver Sam dans le tome 4, mais vous allez aussi le retrouver dans le tome 5 parce que Sam va beaucoup voyager. Mais par contre, Daenerys, elle n'est que dans le tome 5 et Jon n'est aussi que dans le tome 5. Une fois que vous avez fini la lecture de ces 5 livres, il est temps pour vous d'attaquer Feu et Sang. Alors Feu et Sang, c'est un livre assez particulier, je vous mets les couvertures ici. Soit il y a 2 poches, soit il y a un gros livre que vous pouvez lire en une fois, mais attention,
Quand je vous dis que c'est un livre un peu particulier, c'est parce que pour moi, c'est clairement une leçon d'histoire. Vous avez un maître qui met dans un recueil tout ce qui s'est passé, donc des premiers hommes, on va passer rapidement aux premiers hommes, jusqu'à Aegon Targaryen et surtout tous les règnes des différents rois qu'il y a eu de Aegon Targaryen jusqu'au début du Trône de Fer. Donc là, vous allez passer dans toutes les époques, vraiment, et je sais que j'avais commencé à essayer de le lire et j'avais littéralement l'impression de lire un livre d'histoire. Et ça m'avait pas tant plu que ça, c'était très lourd. Vous avez toutes les annotations du maître, mais vous avez aussi, en fait, certaines citations d'un fou du roi qui lui dit voilà, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça. De manière assez récurrente, vous avez le maître qui dit certains disent que ça s'est passé comme ça, mais lui il dit que ça s'est passé comme ça. Donc en fait, on n'aura jamais la vraie histoire, c'est juste différents points de vue qui sont assemblés, qui sont regroupés dans un seul et même recueil pour pouvoir faire vraiment une synthèse de tout Westeros. Et donc une fois que vous avez fini les 5 tomes et que vous avez fini Feu et Sang, vous pouvez vous attaquer selon moi aux Chroniques du Chevalier Errant, qui est donc un préquel qui se passe 90 ans avant le Trône de Fer. Pourquoi je vous conseille de le lire à ce moment-là? Tout simplement parce qu'on va parler énormément de rébellion, de feu noir, etc. Et que si vous n'avez pas lu déjà Feu et Sang, vous comprendrez pas trop quels sont les enjeux politiques. Et surtout, Feu et Sang va vraiment détailler de manière très historique ce qui s'est passé, alors que dans les 5 premiers tomes, les 5 premiers intégraux du coup, et donc les 15 romans poches de Game of Thrones, ça va être vraiment beaucoup plus romancé et vous allez avoir une explication un peu plus romancée, hein, clairement un peu plus littéraire que ce que vous pourrez trouver dans Feu et Sang. Et donc ce livre-là, vous avez, il me semble, 3 ou 5 chroniques, je ne sais plus, du Chevalier Errant. Et très intéressant, vous en apprenez toujours un peu plus sur tout ce qui s'est passé à la rébellion des Feux Noirs, mais surtout après. Et vous allez suivre un chevalier errant, donc Duncan, qui est un chevalier qui met souvent les pieds dans le plat. Et son écuyer, du coup, qu'on appelle l'œuf. Pourquoi? Je vous laisserai le découvrir, vous le découvrez assez rapidement à la première nouvelle. Je sais qu'il va y avoir une série qui va se dérouler sur Duncan et l'œuf, donc si jamais vous voulez en savoir plus avant de débuter la série, allez-y. Et pour l'information, la série qui se passe donc sur les Targaryens, c'est vraiment un tout petit bout de l'histoire que vous pouvez trouver dans Feu et Sang. Donc House of the Dragon, c'est vraiment qu'une infime partie de Feu et Sang. Si vous lisez Feu et Sang et que vous voulez savoir exactement ce qui va se passer dans House of the Dragon, vous le trouverez bien évidemment dans ce recueil, mais c'est vraiment une infime partie. Il y a énormément de choses qui se passent avant et il y a surtout énormément de choses qui se passent après. Petite information complémentaire également, vous pouvez trouver ce livre de nouvelles, donc L'œuf de dragon, mais attention, ne vous faites pas avoir, c'est une nouvelle qu'on trouve à l'intérieur de celui-ci. Donc là, vous pouvez l'acheter tout seul, la nouvelle, mais si vous achetez celui-là, vous avez toutes les nouvelles en une seule. Donc moi là, j'ai un doublon malheureusement, mais celui-ci, on me l'a offert, donc je ne m'en séparerai pas. On continue et on va s'attaquer cette fois-ci à la saga Keleana, donc qu'on appelle maintenant le Trône de Glace, en anglais A Throne of Glass. Moi j'ai les anciennes éditions brochées où ça s'appelait Keleana, mais l'autrice a décidé de faire vraiment une unification de toute la saga et vous pouvez la retrouver en réédition chez La Martinière avec les couvertures originales, donc dans le nom Le Trône de Glace. Ils existent en relié et en brochet avec les nouvelles couvertures et uniquement en brochet avec les anciennes. Là, je vais vous parler du tome 1, mais sachez que l'évolution de Keleana du tome 1 jusqu'au dernier tome est absolument phénoménale. Ça n'a absolument rien à voir. Autant au début, on va se concentrer vraiment sur une histoire assez young adulte, mais plus ça va aller, plus on va rentrer dans un world building beaucoup plus détaillé et une histoire un petit peu plus épique. On va suivre la jeune Keleana qui a 18 ans et qui est enfermée dans une prison. C'est la plus grande assassineuse du royaume. Alors, j'aime pas du tout ce nom, je trouve qu'il est absolument abject à dire et à prononcer. Mais en gros, c'est une tueuse absolument redoutable qui travaille pour la guilde des tueurs. Elle est malheureusement capturée à la suite d'un de ses contrats d'assassinat et elle est envoyée dans une prison, Endovier, je crois que ça s'appelle, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, elle est envoyée dans une prison qui a une réputation de tuer tous ceux qui sont emprisonnés en fait dans cette prison. L'espérance de vie de cette prison est assez faible puisque on les envoie au bagne, hein, clairement. Ils travaillent à longueur de journée, ils sont très peu nourris. Les gardes sont absolument abjects avec eux. C'est très compliqué
en fait, d'y survivre, tout simplement. Kiliana, ça fait quelque chose comme 8 mois qu'elle est dedans, elle a énormément perdu de ses capacités, elle est devenue quand même assez faible, mais un jour, il y a le prince d'Orient qui vient et qui lui propose un marché. Le roi a décidé de mettre en place une compétition pour avoir sa lame personnelle. C'est-à-dire que sur cette compétition, celui qui gagnera la compétition pourra être en fait au service du roi et surtout, tout ce qui s'est passé avant sera effacé et toutes les dettes remises à zéro. Le roi a donc missionné sa cour pour trouver des candidats et Dorian a décidé de choisir Keleana comme étant sa candidate et son champion. Chaque champion vont donc se défier à travers pas mal d'épreuves et celui qui gagnera toutes les épreuves sera la lame personnelle du roi et aura donc un travail à la cour. Pour Keleana, c'est la seule option de se sortir de cet enfer, elle va donc accepter, elle va être amenée au château et elle va commencer à s'entraîner pour réussir en fait à gagner les épreuves et surtout réussir à gagner sa liberté puisque ce n'est pas un travail éternel, elle a négocié un certain nombre d'années. Après ces années passées au service du roi, elle sera libre. Malheureusement, en même temps que la compétition se déroule, plusieurs candidats meurent de manière assez étrange au sein du château et Keleana va commencer à mener son enquête. Dans cette lecture qui comporte 8 livres, enfin 9 dans la version que j'ai, mais 8 dans la version que vous allez avoir si vous achetez la nouvelle édition, mais parce qu'en fait il y a le tome 4 qui est divisé en 2 malheureusement, mais en soi sinon il y a 8 livres à lire dont un préquel et une lecture tandem. Au début c'est plutôt simple, vous commencez par la première lecture qui est un point de vue unique, donc un point de vue de Keleana. On continue sur le tome 2, donc Keleana a réussi ou non à gagner la compétition, vous allez voir, je vous laisse le deviner. Et on est toujours sur un point de vue unique de Keleana, jusque là rien de bien compliqué. Le tome 3 est beaucoup plus gros et pour cause, il va changer de point de vue. C'est-à-dire que là, c'est plus que Keleana qui est en point de vue, c'est vraiment plein d'autres personnages, donc Dorian également. Et vous allez voir un petit peu, vous allez explorer un petit peu plus de choses au niveau du royaume. C'est là où je trouve que la saga commence à prendre un tournant. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on part vraiment dans une autre direction. Ce livre-là a été assez compliqué pour moi. Je l'ai trouvé quand même très très long parce qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place. On s'est déjà tapé 2 tomes juste avant. 3, c'est quand même assez long pour mettre un world building en place, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Ensuite, je trouve que c'est le moment parfait pour lire le préquel, donc le préquel de 5 nouvelles qui va parler de Keleana et surtout de comment elle est arrivée jusqu'à la prison d'Andovier. C'est à ce moment-là qu'il faut le lire et pas avant parce qu'on aborde pas mal de personnages avant et après ce préquel et donc des personnages qu'on voit, enfin qu'on entend parler assez régulièrement dans les 3 premiers tomes. On va les découvrir beaucoup plus en profondeur ici et surtout des personnages qui apparaissent ici viendront après. Et si vous êtes comme moi du genre à lire les livres avec plusieurs mois d'écart, lire ce préquel en tout premier peut vous poser des problèmes puisque vous verrez des personnages que vous ne verrez plus avant 4 ou 5 tomes. Donc il y a de grandes chances de les oublier. Alors qu'en le lisant en position numéro 3, déjà ça ne coupe absolument pas l'histoire. Je trouve que c'est parfait parce que c'est des nouvelles donc ça va vite. Après le 3e tome qui est excessivement long, soyons honnêtes, ça fait du bien d'enchaîner des petites histoires comme ça. Il y a pas mal d'actions et vous comprenez énormément de choses sur comment Keleana a atterri dans cette prison. Et ensuite, c'est à ce moment-là que pour moi, la saga commence à avoir tout son potentiel qui explose. Et donc, on a le tome 4, donc partie 1 et partie 2, que je vous déconseille de lire séparément. Vraiment, enchaînez-les. Il n'y a pas d'autre solution que de les enchaîner, puisque la deuxième partie est quand même assez courte pour la simple et bonne raison que c'est la fin du roman en fait. Vous avez tout le tome qui se met en place, vous avez toutes les intrigues qui se mettent en place et l'action commence et bim, on s'arrête. Alors que là, vous avez la fin de l'action et vous avez tout qui se met en place pour la suite des aventures de Keleana. Bref, lisez cette saga en incluant les deux et en les enchaînant. Ne les coupez surtout pas à mon avis. Mais si vous avez l'autre édition, forcément, vous aurez qu'un seul et même tome. Donc, la question ne se posera pas. Ensuite, on enchaîne sur ces 2 énormes bébés qui, à mon avis, doivent être lus en tandem pour correctement les apprécier. C'est-à-dire qu'au même titre que Game of Thrones avec le tome 4 et le tome 5, Keleana, le tome 5 et le tome 6 vont se passer avec différents personnages et surtout sur la même temporalité. Dans le tome 5, on va suivre Cole qui va partir pour une expédition. Je peux pas vous en dire plus, mais on va suivre un personnage qui va partir un petit peu à l'autre bout
du territoire. Et dans le tome 5, vous allez suivre Keleana et toute sa bande qui vont se mettre en place pour une guerre. Celui-ci est beaucoup plus lent, beaucoup plus politique. Celui-ci est beaucoup plus dans l'action, clairement. Le fait de les lire en tandem vous permettra d'avoir des indices dans le tome 5 et dans le tome 6 pour réussir à avoir des révélations. Sauf que, en fait, ces indices, quand vous allez les lire dans le tome 6, vous aurez déjà la révélation finale à la fin du tome 5 et ça, c'est dommage. Alors que vraiment, quand vous les lisez en tandem, vous avez tout qui se met en place au fur et à mesure et vous pouvez deviner la fin du tome 5 en lisant le tome 6 dans le bon ordre chronologique. Vraiment, j'insiste, l'ordre chronologique est très important. Vous pouvez trouver plein de vidéos à ce sujet. Je vous mets ici la petite feuille que je me suis servie pour pouvoir faire la lecture tandem. Pareil, le lien est en bio, mais lisez-les en même temps. C'est mon seul et unique conseil. C'est trop bien de les lire en même temps. Ça a été une très très bonne expérience. Et ensuite, le livre que je n'ai pas encore lu, il me fait peur. C'est vraiment un sacré pavé. Il fait 1000 pages, je crois, plus même. Ouais, il fait 1100 pages. C'est un sacré pavé, le tome 7 qui conclut la saga. Et donc là, pas de surprise, c'est le seul et unique, le dernier. On le reprend puisque à la fin du tome 6, tous les personnages se retrouvent pour l'apothéose, le final de la saga de Keleana. Et ensuite, la dernière grosse saga qui a un ordre de lecture assez particulier, c'est Le sang et la cendre. Pourquoi? Parce que vous avez une saga principale avec pas mal de tomes qui sont déjà sortis et entre des tomes, il va falloir intercaler des préquels. C'est très important de lire les préquels au bon moment puisqu'il y a énormément de choses qui sont abordées dans les premiers livres qui vont revenir dans les préquels sans vous être réexpliquées. Et à l'inverse, il y a des choses qui vont être expliquées dans le préquel qui vont être abordées assez succinctement dans la saga principale, dans les tomes qui suivent. Et si vous n'avez pas lu les préquels, clairement vous allez être perdu et vous allez oublier énormément de notions. Avant de parler de cette saga, je pense qu'il est important de faire un gros trigger warning. Ce livre-là est bourré de smut. Si vous voulez de la fantasy pure et dure avec un world building hyper détaillé, dans la saga, il y a énormément de smut. Surtout à partir du deuxième livre, vraiment ça n'arrête pas. C'est des chauds lapins quoi, hein. Clairement, soyons honnêtes, mais disons que les scènes, certaines scènes sont importantes parce qu'elles servent à l'histoire, d'autres sont juste là pour meubler, pour combler et j'hésite pas à les passer. Clairement, parce que trop de smut quoi. Mais à côté de ça, il y a un world building, il y a un univers, il y a tellement de complots, il y a tellement de choses détaillées à découvrir et à deviner avant que ça se passe, c'est incroyable. On va suivre l'histoire de Poppy. Donc Poppy qui est une jeune femme, qui est une promise des dieux. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps habillée de blanc, elle ne peut pas avoir de relation physique ni émotionnelle avec quelqu'un d'autre, personne ne peut la toucher, elle n'a jamais connu l'amour, elle n'a jamais connu le plaisir charnel. Ses parents ont été tués et elle est recueillie par la reine qui fait en sorte de la garder bien propre, bien sage pour sa destinée puisque elle a été choisie comme étant l'élue afin de sauver tout son peuple. Vous en doutez bien, pour pouvoir protéger une fille comme ça, elle a énormément de gardes rapprochés et quand l'un de ces gardes vient à mourir à la suite d'une mission, il est remplacé par un certain Hawke. Hawke qui est un homme assez sombre, assez mystérieux mais surtout très attirant. Et Poppy va commencer à se dire que bon, être une promise de pureté, être toujours sage, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est assez lassant. Et elle va commencer à se rapprocher de Hawke qui, en fait, elle a l'impression que Hawke voit en elle ce que les autres ne voient pas. Donc forcément, elle va tomber amoureuse. Jusque-là, le pitch, on dirait une vraie grosse romantaisie, assez banale, assez classique, mais je vous garantis que tout ce qu'on découvre dans le tome 1, c'est vraiment de la romantaisie, mais à partir du tome 2 et du tome 3, on est vraiment sur de la fantaisie. S'il n'y avait pas autant de romance et autant de smut, clairement, je l'aurais clairement pas classé en romantaisie. Mais le smut fait que c'est clairement, malheureusement, de la romantaisie, parce que cette saga, sans tout ce smut, il a tout le potentiel pour faire une bonne grosse fantaisie adulte comme on aime. Donc cette saga elle commence par les 3 tomes principaux de la saga classique. Donc on commence par Le sang et la cendre, c'est le premier tome du coup de la saga du sang et la cendre. Et ensuite ceux-là je les ai en poche mais je compte me les acquérir en relié parce que vraiment je suis trop tombée amoureuse de la saga. On va lire dans un premier temps Un royaume de chair et de feu, donc qui est le 2e tome du sang et la cendre. Et là on commence vraiment à rentrer énormément
dans tout ce qui est... Enfin, si vous aimez essayer de chercher des indices, essayer de deviner les fins, celui-ci, vraiment, il va trop vous plaire. Et ensuite, on enchaîne sur le tome 3 du Sang et la Cendre, donc La couronne d'os doré. Attention, cette traduction n'est pas les mêmes que dans les premiers tomes. C'est le seul qui est traduit comme ça. Je trouve que c'est un peu moins fluide, mais ça va. Honnêtement, ça va. J'ai vu pire, mais c'est vrai que la traduction de celui-ci, il n'est pas top top. À partir de ce moment-là, on s'arrête dans la saga principale et on va direction le préquel. Le préquel, donc ça s'appelle La chair et le feu. Le livre 1, c'est Une ombre dans la braise. On va suivre la consort de Nyktos. Nyktos qui est... Je peux pas trop vous en expliquer, mais Nyktos qui a une place très importante et Seraphina, du coup, également très important dans la trilogie principale, mais je veux pas trop vous en dire parce que clairement, sinon, ça va vous spoiler énormément de choses. Donc, on va suivre un autre couple, donc Nyktos et Seraphina dans cette saga et surtout comment Seraphina est devenue en fait l'élu et la consort de Nyktos. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc on lit le premier tome du préquel, donc La chair et le feu. Celui-ci, je l'ai bien apprécié, mais j'ai trouvé malheureusement que la relation entre Nyktos et Seraphina était un petit peu trop similaire à la relation entre Hawke et Poppy. Je veux pas vous en dire plus pareil parce que je peux pas vous spoiler, c'est très compliqué de vous parler de cette saga sans rentrer vraiment dans les détails, mais j'ai trouvé que c'était un peu ressemblant, même si on est d'accord, Nyktos n'a rien à voir avec Hawke, mais voilà, dommage. Ensuite, on repasse sur la saga principale, donc Le sang et la cendre, tome 4, La guerre des deux reines. Et donc là, vraiment, si vous n'avez pas lu le préquel avant, vous allez vous trouver quand même assez perdu sur pas mal de choses parce qu'il y a énormément de personnages qu'on voit dans le préquel, donc Une ombre dans la braise, qui arrivent dans celui-ci. C'est possible, tout à fait, mais bref, il faut vraiment lire le préquel avant d'enchaîner sur celui-ci, sinon vous allez être totalement perdu. Ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, et principalement parce que jusqu'à la page 500-600, il n'y a pas de smut du tout. Du tout, il n'y en a absolument pas, ils sont bien trop occupés pour se laisser aller, on va dire. Et c'est énormément de positions et de complots pour pouvoir justement se mettre en place pour une guerre. Hein. C'est écrit littéralement dans le titre, je vous spoile rien du tout si vous avez lu le titre, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre jusqu'à la page 500-600 où là il y a certaines scènes que j'ai passées, hein, clairement. Ensuite, on rebascule encore sur le préquel. Et donc, on va lire le deuxième tome du préquel, donc je ne l'ai pas encore lu. Une lumière dans la flamme, où on va retrouver Serena et Nyktos. Donc celui-ci, c'est là où j'en suis actuellement dans la saga, mais je sais qu'il y a encore 2 autres livres. Donc un qui est déjà paru et il y a encore 3 autres livres. Un qui est déjà paru, un qui va bientôt paraître et un qui est écrit en VO, mais pas encore traduit et qui arrivera début 2026. Donc là, on suit toujours, comme je l'ai dit, Seraphina et Nyktos. On retourne dans le préquel et je ne sais pas encore ce que ça donne, donc je ne peux pas trop vous en parler, vu que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai très hâte parce que vraiment, cette saga, je vous jure, quand je suis dedans, je l'avale. Je trouve qu'elle est tellement fluide à lire, tellement simple, mais en même temps, ça demande tellement de réflexion. Bref, j'adore. Lisez cette saga. Une fois que vous avez lu le deuxième tome du préquel, on retourne encore une fois sur la saga principale et on lit, donc là c'est Une âme de cendre et de sang, mais il me semble que celui-ci, si je me suis bien renseignée, c'est en fait un petit peu, si j'ai bien compris, Hawke qui raconte un petit peu comment il est arrivé jusque là, enfin il raconte une histoire à Poppy et on va en fait reprendre un petit peu l'histoire depuis le début mais du point de vue de Hawke. Alors ça m'emballe moyen, je vais pas vous mentir. Parce que relire une histoire que j'ai déjà lue mais avec un point de vue différent, ça m'a jamais emballé. Mais on m'a dit qu'il fallait quand même le lire et qu'il y avait une raison à ça et qu'il fallait le lire, il fallait pas passer outre. Donc, je vais le faire. Je vais le faire, je ne vais pas me faire prier. Et ensuite, après ça, on va rebasculer encore une fois sur le préquel et on va lire le tome 3 de La chair et le feu qui s'appelle Un feu dans la chair. Voilà, celui-ci il va bientôt sortir, il me semble. Le 28 mai, il sort donc à la fin du mois. Peut-être que cette vidéo sera certainement déjà sortie. Mais La chair et le feu sort donc le 28 mai. On va retrouver Seraphina et Nyktos dans le tome 3 du préquel. Et ensuite, il faut rester dans le préquel cette fois-ci. On refait pas un bond. Et on va lire le tome 4. Donc le tome 4 qui n'est pas encore sorti en France et qui n'est pas encore traduit. Il sortira le premier trimestre
2026, pardon, excusez-moi. Ouais, né de la cendre et du sang, voilà. Bon, après, oui, ça paraît logique hein, comme nom quand vous aurez lu les préquels, mais né de la chair et du sang, qui sera du coup le 4e tome du préquel. Et le reste n'est pas encore écrit. Je sais qu'il y aura encore un reste. De toute façon, je pense que, vu comment c'est amené, il y aura forcément un dernier tome du sang et de la cendre. Et ensuite, je ne sais pas du tout comment se déroulera la suite du préquel, mais voilà, c'est ce qui est déjà sorti et ce qui est prévu d'être sorti de cette saga et que je vous conseille vivement de lire parce que vraiment, si vous ne le lisez pas, vous loupez quelque chose. C'est vraiment une saga qui est addictive, un petit peu comme Force Wings. C'est pas révolutionnaire, mais c'est hyper addictif. Et moi, j'adore lire des livres qui sont hyper addictifs, surtout quand il y a une certaine réflexion derrière et quand les choses qui sont mises en place peuvent mener en fait à une réflexion pour pouvoir en déduire des choses et c'est ce que j'adore, moi c'est ce qui me fait vibrer littéralement dans la lecture. Si vous connaissez des sagas qui se lisent comme ça, des grosses sagas, vraiment des tétralogies, etc., où il y a un certain ordre de lecture, où il y a une certaine poussivité dans la réflexion, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais hyper curieuse de les découvrir puisque c'est ce que j'adore, être plongée dans un univers de manière indéfinie comme ça, et j'aime beaucoup trop ça. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'ai essayé de parler assez rapidement et de manière assez succincte pour bien me faire comprendre. J'espère que c'est le cas. Si vous avez des questions sur certaines sagas, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai en commentaire, bien évidemment. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.